Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, ravie de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus avec le Clémy qui nous propose aujourd'hui un nouvel épisode de sa série La famille tout écran pour aider petits et grands sur leur rapport aux écrans, et on voit ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech, c'est Alexandre Azria qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alexandre. Bonjour Philippine. Très contente de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui? On parlera de Optimus, le nouveau robot humanoïde d'Elon Musk. Eh ben dis donc, on voit ça dans un instant avec vous. Et puis c'est l'histoire d'une révolution silencieuse. Depuis quelques années, vous le savez, les éditeurs scolaires sont engagés dans une course contre la montre. Course pour s'adapter aux nouvelles méthodes d'apprentissage des enfants, évidemment, comme à l'explosion du numérique dans les salles de classe. Alors comment ces changements transforment-ils le secteur de l'édition scolaire pour accompagner au mieux les élèves? Eh ben, on va poser la question à notre invité tout de suite, Emmanuel Guimberteau. Bonjour. Bonjour Philippe. Ravi de vous retrouver. Vous avez été invité plusieurs fois la saison dernière dans l'École du Futur. Vous êtes directeur de la communication de Jocatop, aussi ancien enseignant. On va en parler dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté du focus. Et au programme aujourd'hui, on va regarder un nouvel épisode de notre série La famille tout écran qui nous est proposé par notre partenaire, le Clémy. On découvre ça tout de suite. C'est qui, lui? Oula, si tu le connais pas, tu l'acceptes pas. Bah ok, je comprends mieux pourquoi t'as pas d'amis. N'importe quoi, j'ai plein de potes, moi. Bah, déjà, il y a Hervé. Et Et à maman. Ouais, donc c'est ce que je dis, t'as pas d'amis. Bon, je vois bien que je te saoule, là. Je vais essayer de t'expliquer tout ça plus concrètement. Bienvenue dans le grand jeu. Dois-je accepter cette demande d'amis? Juliette, êtes-vous prête? J'ai pas vraiment le choix. Je reçois une demande d'amis d'un copain de ma classe que je vois tous les jours, que je connais. J'accepte ou pas? Oui, j'accepte. Bonne réponse! Vous recevez une demande d'amis de quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et comme par hasard, il a les mêmes goûts que vous. J'accepte ou pas? Non, je refuse. Bonne réponse! Attention, dernière question. Dois-je accepter une demande d'amis venant de papa? Non, alors là, c'est la honte. On peut recevoir des premiers contacts de toutes parts, par texto, sur les réseaux sociaux, par les consoles, les tablettes, les jeux. Il ne faut pas accepter en ami une personne que l'on ne connaît pas. C'est très risqué. Papa, arrête de m'envoyer des invitations. Allez, sois sympa, accepte-moi. J'ai que 2 amis. Allez, autre sujet maintenant. Alors que les méthodes d'apprentissage évoluent, comment les éditeurs scolaires abordent-ils le virage numérique? Quelle vision aussi portent-ils de l'école d'aujourd'hui et de demain? Eh bien, on pose la question à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Emmanuel, depuis 25 ans, Jocatop fournit des outils pédagogiques aux enseignants du primaire. 25 ans et vous êtes toujours là, toujours debout dans un secteur qui n'est pas simple, celui de l'éducation, celui de l'édition scolaire aussi. Selon vous, Emmanuel, quel rôle doit jouer un éditeur scolaire aujourd'hui dans un monde où l'information, l'accès à l'apprentissage, il est un peu omniprésent et surtout accessible à tous grâce au numérique? Le rôle d'un éditeur, c'est de coller au plus près des besoins des enseignants et de répondre à une mission quand même qui est assez essentielle, c'est d'éduquer les enfants. C'est un truisme de rappeler tout ça, mais c'est vrai que si on oublie à un moment cette mission, on s'éloigne un petit peu de notre activité. Donc nous, on essaie de toujours de coller au plus près de ce qu'attendent les enseignants. Ils attendent des produits innovants, ça c'est quelque chose de fondamental, aussi bien au niveau du numérique qu'au niveau du papier. Ils attendent aussi des produits clés en main. Il faut quand même être réaliste. Les enseignants de l'école primaire ont à peu près une 12aine de matières à enseigner. Ils ne sont pas experts dans les 12 matières. Ils sont par nature polyvalents. Il faut donc les aider. Et on essaie aussi enfin de résoudre une équation assez complexe entre école, édition et maison. Voilà, c'est un cercle vertueux qu'on essaie d'entretenir pour que l'école à la maison soit une réalité et que l'éducation soit quelque chose d'omniprésent en permanence
dans notre secteur d'activité. De global aussi. Alors vous étiez venu effectivement nous présenter la saison dernière vos actualités, notamment technologiques. On va en parler dans un instant car vous avez des nouvelles. Mais d'abord les fondamentaux. Vous vous attaquez et vous êtes venu là avec en plateau à la littérature chez Jocatop. Là où c'est vrai, on en parlait en préparant l'émission, on a l'impression dans l'imaginaire collectif et public que vous êtes plus axé sur les maths. Le fait est qu'en fait vous êtes présent sur toutes les matières. Absolument. Mais la littérature en revanche et la collection que vous venez de nous présenter, c'est complètement nouveau. Oui, absolument. Alors, j'ai amené une partie simplement des livres que nous avons édités. Ça fait partie d'une collection qui s'appelle Jocalire. Cette collection s'adresse aux enfants du CP jusqu'au CM2 et à peu près une centaine de pages. Et ces livres sont accompagnés d'un fichier d'exploitation, un dossier pédagogique pour exploiter une littérature ou un livre qu'on appelle une lecture suivie. C'est très courant à l'école. Ça a énormément de vertus parce qu'on sait que la lecture, c'est quelque chose de central dans les apprentissages. On entend toujours parler de lire, écrire, compter. Donc évidemment qu'il faut que ça se concrétise à un moment. Pour nous, ça se concrétise à travers quelque chose qui manquait un petit peu à l'éditeur, cette collection de littérature jeunesse. La littérature, c'est le patrimoine, c'est les connaissances de la langue, c'est l'imaginaire, c'est s'évader dans un monde qui est parfois un petit peu compliqué pour les enfants. Ils ont besoin de rêver. Donc là, on n'a personne. C'est une réécriture d'Ulysse, du retour d'Ulysse. Mais on a aussi des livres sur le cirque, des romans policiers dans le monde du cirque, les arts de la scène, ou l'Égypte avec la momie d'Amon-Kiwu. Et je pourrais comme ça continuer, mais on va pas embêter nos téléspectateurs avec l'exégèse complète de notre collection. Non, mais c'est intéressant. Est-ce que ces livres, ils sont adaptés aussi? Parce que quand vous êtes venu la saison dernière, vous nous avez parlé du Jocastor, de Jocanet, toute la partie tech en fait, oui, de Jocatop, des éditeurs scolaires et tout ça est aussi nouveau parce que vous êtes aussi bouleversé par cette révolution numérique. Est-ce que ce papier, cette littérature dans laquelle vous vous lancez, est-ce que vous l'adaptez aussi dans un format peut-être plus numérique pour les élèves et pour les enseignants? Qu'est-ce que vous avez choisi là-dessus? Bien sûr. Alors, chez Jocatop, nous sommes raisonnables et nous savons que les enseignants ont besoin à la fois de numérique et de papier. On a environ 30% de nos références qui sont numériques, ce qui veut dire 70% de papier, ce qui est encore considérable. Ouais. Lorsque l'on développe quelque chose de numérique, c'est soit une application pure pour être utilisée sur ordinateur, sur tablette, pas sur téléphone, ou alors on développe des produits papier qui ont une version numérique sur notre espace de travail qui s'appelle le Jocastor. Et là, les enseignants ont donc un outil supplémentaire pour pouvoir démarrer une séance avec leurs élèves pour pouvoir au moins vidéo-projeter la version papier au format numérique. Voilà. Pour cette collection Jocalire, on est simplement sur du papier. Parce que de temps en temps, c'est nécessaire. Il faut toujours alterner entre les deux. J'ai été enseignant pendant très longtemps et je sais très bien qu'on ne pourra pas remplacer l'un par l'autre. Ce n'est absolument pas souhaitable. On est bien, en tout cas, c'est votre avis et beaucoup le partagent. La littérature, on en a parlé, l'enseignement des mathématiques aussi, qui, c'est vrai, en France, est souvent pointé du doigt, notamment suite aux résultats de l'étude PISA. Voilà aussi, de ce que j'ai compris, un sujet auquel vous voulez vous attaquer. Absolument, on a réagi par rapport, vous l'avez dit, par rapport à l'enquête PISA. Et à peu près il y a un an, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, nous a parlé de la méthode Singapour. Cette fameuse méthode Singapour qui aide les enfants à entrer dans l'abstraction. On sait très bien qu'à l'école, c'est très difficile pour un certain nombre d'élèves de comprendre naturellement ce que c'est que le passage à l'abstraction. Ça ne va pas de soi. Ça veut dire quoi déjà pour celles et ceux qui ne connaissent pas forcément ce que c'est que l'abstraction? Si je vous donne un petit exemple, j'achète une boîte d'œufs, un œuf vaut 32 centimes. Si j'achète une boîte d'œufs qui en a 6 dedans, ça vaut combien? D'accord. C'est tout simple, pour nous c'est évident, s'il faut 32 centimes, on trouve le résultat assez facilement. Oui. D'ailleurs, ce n'est pas le résultat le plus important, c'est la démarche pour arriver à l'opération. Et cette démarche pour arriver à l'opération, elle est compliquée pour un certain nombre d'élèves qui ne comprennent pas si on ne passe pas par deux phases. Ça, c'est la méthode Singapour. La manipulation. Donc, on commence avec des petits objets qui symbolisent évidemment les œufs. On ne manipule pas des œufs, c'est un peu risqué. On amène des petits cubes, par exemple, et on symbolise ces 6 œufs. Et ensuite, on va essayer de représenter sous forme d'une modélisation en barre. Voilà, alors je ne peux pas le détailler ici, mais c'est présent dans nos cahiers, cette méthode qui permet petit à petit de modéliser ensuite, de symboliser une opération
et de répondre à la question, ce qui est quand même l'essentiel en mathématiques. Donc cette méthode progressive, on l'a adaptée dans 2 cahiers qui sont, évidemment, font partie d'une collection extrêmement célèbre chez nous, qui sont les cahiers bout de gomme en mathématiques. Bien sûr. On a adapté en CE1 et en CE2. On a adapté aussi d'autres produits chez nous. On ne s'est pas jeté à fond dans cette méthode Singapour. On a été prudent. Les programmes ne sont pas encore publiés au journal officiel. C'est la question que j'allais vous poser. Ouais. C'est un risque que vous prenez? On prend toujours un risque quand on édite un produit nouveau. Hein. Et là, on était dans une période un petit peu de turbulence l'an dernier. Je crois que ça n'a échappé à personne. Et on a néanmoins adapté une partie de nos produits. D'abord parce qu'on en était convaincus, plus que parce qu'il fallait absolument coller au programme. Cette méthode de manipulation, un passage à l'abstraction, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. C'est simplement du bon sens qui est remis au goût du jour parce que c'était un petit peu oublié par une partie du corps enseignant. Donc ça fait du bien, en fait. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça vous inquiète aussi les résultats de la France en mathématiques? J'imagine que vous avez réagi aussi parce que vous vous êtes dit mais c'est pas possible, la France ne peut pas être dans les derniers des classements internationaux. Bien sûr, forcément, en tant que personne, déjà, on trouve ça un petit peu désolant, surtout qu'on consacre beaucoup de temps à l'école, aux mathématiques. Hein. 50% du temps, c'est français et mathématiques. Donc, il y a énormément de temps consacré aux mathématiques. Et je pense que cette volonté de mettre un peu plus de méthode, là je parle des situations de problème, mais cette méthode Singapour, elle est aussi en numération et en calcul. Donc cette méthodologie qui aide les enfants à entrer progressivement dans les apprentissages des mathématiques, je pense que c'est une bonne chose et j'espère que les prochains résultats PISA, on sera meilleurs. On croise les doigts, en tout cas, pour vous, pour tous les autres, pour les élèves aussi, faire en sorte que les résultats français, en tout cas, soient un peu meilleurs. En tout cas, ce que je comprends, c'est que vous, en tant qu'éditeur scolaire, vous y portez attention à tous ces résultats. On y porte attention. C'est évidemment, ça serait irresponsable de notre part de faire comme si ça n'existait pas, mais toujours dans la même philosophie que je vous ai décrite en début d'émission. Notre idée, c'est de coller toujours aux besoins des enseignants, sans non plus se montrer être des avant-gardistes de la pédagogie au risque un petit peu de perdre tout le monde, parce que c'est un petit peu un sujet délicat aussi. Vous savez très bien que la pédagogie, c'est quelque chose qui, par définition, n'est pas partagé par tout le monde. Enfin, il y a 36 pédagogies, et c'est bien normal, c'est bien souhaitable à l'école. Une, effectivement, par enseignant, on pourrait dire, hein, de pédagogie. Un autre sujet qui fait l'actualité et qu'il m'est impossible de ne pas évoquer avec vous, l'intelligence artificielle, qui là aussi fait débat autant qu'il est en plein essor dans le secteur éducatif. Déjà, peut-être au cœur de vos produits pour les enfants, pour les enseignants, pas encore? Au cœur de notre recherche, on va dire. Nous avons un service recherche et développement chez Tokatop, à peu près d'une douzaine de personnes. La plupart du temps, ils développent des applications. Hein, dans la recherche et développement, il y a bien le mot développement, mais ils ont aussi du temps consacré à la recherche, parce que c'est fondamental pour être toujours à la page. Et l'intelligence artificielle nous occupe depuis plusieurs mois. Et on commence avec des prototypes d'applications ou d'exercices à se pencher sur cette problématique qui va devenir indispensable. Qu'on le souhaite ou non, qu'on soit pour ou contre, elle va devenir indispensable. Donc, on y pense dans nos applications. L'intelligence artificielle, Emmanuel, on continue à en parler, entre autres, dans la deuxième partie du talk. D'abord, si vous voulez bien, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Emmanuel Guimberteau de Jocatop. Emmanuel, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique d'Alexandre Azria qui a une idée derrière la tech. Alexandre, au programme aujourd'hui avec vous, Tesla ne cesse de repousser les limites de la technologie et cette fois c'est avec un robot humanoïde que la firme d'Elon Musk a frappé fort. Vous allez nous en parler et justement, dites-nous tout. Exactement, Philippine. Elon Musk a récemment présenté Optimus, qui est un robot humanoïde développé par Tesla, qui a fait pas mal de bruit. Ce robot, il est conçu pour accomplir des tâches répétitives ou potentiellement dangereuses pour les humains. Il incarne donc la vision de Elon Musk pour un futur où les robots travailleront aux côtés des humains dans des environnements comme les usines, mais aussi, pourquoi pas, à terme dans nos foyers. Alors concrètement, à quoi on peut s'attendre justement avec ce robot et quelles sont ses capacités surtout? Alors Optimus est doté de capacités assez impressionnantes pour un robot humanoïde. Donc il peut marcher, il peut manipuler des objets et même accomplir des tâches relativement complexes grâce à des capteurs et des caméras qui lui permettent de comprendre son environnement. Il est aussi équipé de la même technologie que les voitures Tesla en l'occurrence, en termes d'intelligence artificielle, ce qui signifie qu'il peut apprendre et s'adapter à son environnement en temps réel. L'idée est qu'à terme, en fait, ces robots puissent nous aider dans des tâches répétitives ou même fatigantes, comme porter des tâches, des charges lourdes ou encore accomplir des missions dangereuses pour les humains. Alors, on parle d'un robot qui pourrait être utilisé aussi bien dans les industries que dans des environnements domestiques, c'est ça? Exactement. Elon Musk a un objectif très clair, avec Optimus en tout cas, il veut démocratiser l'usage des robots dans nos foyers, et pas seulement dans l'industrie. Donc l'idée, ça va être d'imaginer avoir un robot capable de faire nos tâches ménagères ou même des travaux dans votre jardin en s'adaptant à son environnement réel. Bien sûr, on n'en est pas encore là, je vous rassure, mais la vision, elle, est bien présente. Et avec Tesla derrière, on peut imaginer que ça va arriver bien plus vite qu'on ne le pense. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on pense de ce futur, mais en tout cas, cette technologie, elle est déjà prête à être déployée, Alexandre. Alors, pas tout à fait. Optimus est encore en phase de développement. Et même si la démonstration d'Elon Musk a fait l'effet d'un wow, il y a encore beaucoup de travail avant que ces robots ne soient réellement opérationnels pour le plus grand nombre, à grande échelle. Tesla parle d'abord d'une utilisation dans les usines pour assister les travailleurs sur des tâches lourdes et répétitives. Ce sera sans doute le premier marché en tout cas de Tesla sur ce Optimus, avant pourquoi pas une utilisation plus domestique, malheureusement. Alors, en termes de coût aussi, qu'est-ce que ces robots représentent en termes de coût? Est-ce que c'est accessible au grand public? Alors, c'est une excellente question. On n'a pas encore le prix. Donc, pour l'instant, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'avec Elon Musk, en général, il souhaite que ses robots et ses produits, en général, soient accessibles et abordables au plus grand nombre. Donc, l'idée, ça va être de rendre les robots accessibles pour tout le monde, que ce soit des classes moyennes ou des classes aisées. Donc, l'objectif, ça va être de réduire les coûts de production pour que ces robots puissent être accessibles à un prix raisonnable, ce qui est un grand défi quand on parle de robots humanoïdes avec autant de technologies embarquées. Oui, c'est l'impression que ça donne effectivement, Alexandre. Alors, est-ce que Tesla est le seul à se lancer dans cette course à l'humanoïde ou est-ce qu'il y a d'autres concurrents sur le marché? Tesla n'est pas seul, heureusement d'ailleurs. On a des entreprises comme Boston Dynamics ou Honda qui sont assez reconnues dans ce milieu-là, qui ont investi dans les robots humanoïdes. Mais ce qui en tout cas rend Tesla unique, c'est sa capacité à intégrer l'IA, l'intelligence artificielle avancée, avec des experts au sein de Tesla. Donc notamment, on sait que Musk a aussi l'avantage d'avoir une vision à la fois long terme très claire et court terme avec des moyens financiers importants pour soutenir ces innovations. Donc ça pourrait donner un petit avantage à Tesla sur cette course. Merci beaucoup. C'est avancée technologique à suivre de près. On va le faire avec vous, Alexandre. Merci beaucoup. Est-ce qu'un jour, des robots humanoïdes dans les salles de classe, Emmanuel, vous y croyez ou on a encore un peu de temps? Je ne sais pas. J'avoue que je ne me sens pas visionnaire sur le sujet. Ce que je sens, par contre, c'est que nous sommes encore très loin chez Jocatop de développer des choses aussi complexes et éloignées des besoins des enseignants. Bon, après, pour être très honnête, ce n'est pas non plus votre cœur de cible et cœur de marché. Donc, c'est tout à fait normal. Bon, merci beaucoup. Vous viendrez nous en parler, en tout cas, Alexandre. Merci infiniment. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Des robots humanoïdes à l'intelligence artificielle, justement, on y revient. On avait terminé la première partie du talk là-dessus. Vous nous avez expliqué justement que l'intelligence artificielle, ça faisait partie de votre cœur de recherche et développement et du pôle chez Jocatop qui en a la charge. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, malgré tout, des risques dans l'usage de l'intelligence artificielle dans votre secteur de l'édition scolaire ou un risque que ce soit pour les élèves et les enseignants? Vous nous en avez parlé, vous avez été enseignant pendant 22 ans dans l'éducation nationale, puis directeur d'école. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement le point de vue que vous avez là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Par rapport aux enfants, parce que c'est quand même ça qu'il faut souligner pour commencer.
Par rapport aux enfants, il faut effectivement leur apprendre à avoir un esprit critique sur tout ce qu'ils lisent, tout ce qu'ils voient, tout ce qu'ils entendent. Ça semble fondamental par rapport à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça, c'est le cas dans l'éducation aujourd'hui? Je pense qu'il y a un petit décalage par rapport à l'enjeu. Je pense qu'on ne les incite pas assez à être critiques et à être même sceptiques. Parce que lorsqu'on voit des images où on peut faire parler Emmanuel Macron avec l'intelligence artificielle ou lui faire dire à peu près n'importe quoi, ou Donald Trump, ou je ne sais qui, d'autres, je pense que c'est fondamental de douter. Et ça fait partie, de toute façon, de ce qu'on doit apprendre aux enfants à l'école. Lorsque j'étais enfant, moi je me souviens qu'on nous apprenait à douter, alors non pas de l'intelligence artificielle, mais des photos. J'ai des exemples en tête d'images, la guerre en ex-Yougoslavie, où on nous avait montré des images complètement fausses, sans le moindre doute à la télévision, au journal de 20h. Et je l'ai encore en mémoire, ça, et je le mets en rapport avec l'intelligence artificielle et les moyens technologiques qui sont ô combien plus importants aujourd'hui. Je me dis que c'est encore plus fondamental d'éduquer les enfants à ce monde qui va leur mettre un petit peu des bâtons dans les roues au moment où ils vont devoir s'interroger, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Parce qu'il est là l'enjeu. Donc pour les enfants, c'est fondamental de leur apprendre qu'il faut douter de ce qu'ils voient, de ce qu'ils lisent et de ce qu'ils entendent. C'est vraiment les trois choses. Nous, en tant qu'éditeurs, on a d'autres problèmes qui sont alors plus éloignés de ce défi, qui est presque un défi existentiel. Nous, c'est la relation, par exemple, avec les auteurs. Il est vrai que si on se met à développer des produits à partir de l'intelligence artificielle, on s'interroge sur la place de l'auteur. Et pour nous, c'est fondamental, parce qu'on travaille au plus près des besoins des enseignants, et pour cela, on travaille avec des auteurs qui sont des auteurs enseignants, et qui sont au cœur de nos produits. L'éditeur, il n'est pas, lui, à la racine du produit. Lui, il les met en musique, comme un chef d'orchestre. Bon, donc ça interroge sur l'évolution du métier d'auteur. Donc, ce sont des questions même juridiques qu'on va devoir se poser dans le futur. L'école du futur, peut-être avec de l'intelligence artificielle, sûrement. En tout cas, vous nous parlez aussi souvent régulièrement de l'importance de ne pas sanctionner l'enfant quand il fait des erreurs dans ses exercices. On a presque l'impression que c'est une philosophie chez Joukatop. Peut-être que c'était la vôtre aussi quand vous étiez directeur et enseignant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous confirmez que c'est une philosophie et que c'est au cœur de vos produits, mais aussi et surtout que c'est votre vision quelque part de l'école de demain? Oui, c'est ma vision de l'école de demain et en opposition à l'école d'hier, j'ai envie de dire. Parce qu'effectivement, on s'est rendu compte avec le temps que la sanction de l'erreur n'a jamais produit de côté positif, si ce n'est quand on arrive à l'exploiter, si on arrive à l'expliquer à l'enfant. Mais si c'est simplement le sanctionner parce qu'il a fait une erreur alors qu'il n'a pas compris et qu'il ne comprend pas pourquoi on le sanctionne, tout le monde est perdant dans cette histoire. Donc, effectivement, c'est quelque chose, vous l'avez dit, une chose à laquelle je crois, moi, en tant qu'ancien enseignant. Et en tant qu'éditeur, nous faisons tout pour que ça soit d'actualité. Et à travers nos produits, je prends un exemple tout simple. On a développé une application pour le grand public qui s'appelle Outop, pour réviser, c'est du parascolaire. Dans cette application, qui est numérique, lorsque les enfants font des erreurs, ils sont encouragés, ils sont aidés. Et lorsqu'ils gagnent des récompenses, ils sont récompensés pour ce qu'ils font et pas forcément pour ce qu'ils réussissent. Ce qui est beaucoup plus sanctionnant parce que les enfants en difficulté, si en plus vous ne les récompensez pas, il y a toutes les chances qu'ils soient encore plus en difficulté. Et le mot chance n'est pas le mot adapté. Ça, c'est sûr. Et alors, du coup, ça me fait penser forcément à votre vision de l'école de demain aussi. Si vous aviez les clés de l'éducation nationale, ce serait quoi votre première mesure? Ma première mesure, wow, vous m'en demandez beaucoup, vous m'annoncez que je vais être le futur ministre de l'Éducation nationale? Je n'ai pas d'informations, Emmanuel, mais en tout cas, c'est intéressant tout ça, parce que vous nous parlez quelque part, de par votre ancien métier, vos anciennes fonctions et vos fonctions actuelles, de cette vision de l'école que vous portez aussi, qui est presque philosophique. Ouais. Qu'est-ce que cette émission s'appelle l'école du futur à juste titre? Qu'est-ce qu'on pourrait inventer demain pour que tous ces sujets-là, l'intelligence artificielle, l'esprit critique, tout ce dont vous nous parlez, puisse être mis concrètement en place dans le système éducatif français? Je ne vais pas vous trouver une solution technique. Je vais trouver une solution qui est très simple et qui est de bon sens, c'est de restaurer ou d'instaurer, lorsque ce n'est pas fait, la confiance, le climat de bienveillance entre trois acteurs, l'élève, l'enseignant
et le parent. C'est fondamental. En tant qu'ancien directeur, j'ai toujours considéré que s'il manquait une des 3 données à ce problème, c'était déséquilibré et ça ne marchait pas. La confiance en l'école telle qu'elle existait, ou elle a peut-être existé, c'est peut-être un peu mythifié, par le passé, ça n'existe plus, ça ne va pas de soi. Il faut la construire. Il faut la construire en partenariat avec les élèves et aussi, évidemment, avec les parents. C'est ce qui explique la crise d'autorité dont on parle régulièrement dans l'école, selon vous, oui, manque de respect. L'autorité, moi j'ai tendance à dire que c'est d'abord la compétence. L'autorité qui vire à l'autoritarisme, ça provoque l'effet inverse et ça ne provoque rien de bon, particulièrement à une époque où on écoute, où on doit écouter davantage les gens qui sont les acteurs de l'école. Et je le répète, les acteurs, ce sont plus simplement les enseignants. Il y a aussi les enfants et les parents. Tout à fait. J'ajouterais même pour l'école primaire, la commune. Oui, et puis des acteurs comme vous aussi, qui sont essentiels dans ces jeux. Nous, plus modestement, mais bien entendu, on joue notre rôle d'intermédiaire entre la famille et l'école, et on participe, nous l'espérons, à cette confiance. Est-ce que vous avez des échanges, par exemple, avec le ministère de l'Éducation nationale sur ces sujets du numérique que vous portez aussi très bien chez Jocatop, sur ces sujets de philosophie d'éducation aussi, ou ça reste encore assez éloigné ? Non, on a des échanges réguliers, on fait partie de ce qu'on appelle la filière EdTech, comme énormément d'autres, parce que c'est une filière qui s'est développée, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle France 2030, qui a vraiment dopé, j'emploie ce mot vraiment positivement, qui a dopé la filière. Il y a énormément d'excellentes solutions pour faire classe ou pour la maison, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une innovation qui est tout à fait encourageante, lorsqu'elle est remise en contexte, et lorsqu'elle n'est pas décorrélée des nécessités de faire classe, d'apprendre aux enfants, de les mettre en confiance, d'être bienveillant. Vous voyez, toute cette philosophie, puisque j'ai employé ce mot, elle est pour moi absolument nécessaire. Et pour être tout à fait clair, ce n'est pas en donnant des coups de menton qu'on arrivera à restaurer ce climat de confiance dans l'école. Le message est passé. Vous parlez justement il y a un instant du secteur EdTech. Vous en faites partie, justement, vous en êtes partie prenante. Qu'est-ce que, pardon, je vous coupe, mais quel regard justement vous portez sur ce marché? On en parle régulièrement ici. Les boîtes, les startups nous disent c'est compliqué quand même, on a du mal à lever des fonds. Vous êtes un peu différent aussi parce que vous êtes sur un secteur, sur 2 secteurs presque. Côté tech, éducation numérique avec Utop notamment et Jocastor, Jocadet, mais et aussi sur l'édition scolaire. Mais malgré tout, vous avez une vision assez globale de ce secteur. Oui, ce qui nous distingue de la majorité des autres concurrents de la EdTech, c'est qu'on a un modèle économique qui est vraiment très fiable. On a 43 commerciaux qui sont dans les écoles, qui font 3, 4, 5 rendez-vous par jour en fonction du moment de l'année, en fonction évidemment du travail des enseignants. Plus difficile d'aller voir un enseignant la veille de Noël. Il est épuisé, il fait le goûter de Noël. Il n'a plus du tout de place pour recevoir un éditeur. Néanmoins, les commerciaux font entre 3 et 5 rendez-vous par jour et sont au plus près des besoins des enseignants. Concrètement, ils vont dans la salle des maîtres, comme si moi j'y étais là, avec mes bouquins, avec ma tablette pour montrer du numérique. Voilà, de quoi avez-vous besoin? Et ça, ce modèle économique, il nous distingue énormément de beaucoup de EdTech qui vivent de fonds, ou de levées de fonds, ou de subventions, ce qui des fois rend le modèle économique un petit peu fragile sur le long terme. Voire qui fait qu'il n'y a pas de modèle économique. Exactement. Et pourtant, il faudrait, parce que cette filière, il faut l'entretenir. Aujourd'hui, c'est une réalité économique. Il y a des gens qui en travaillent. Donc, il ne faut pas faire France 2030 et puis en 2031 leur dire, écoutez, débrouillez-vous maintenant. C'est obligatoire et c'est nécessaire pour l'école. D'autant plus qu'elles répondent effectivement de manière très régulière aussi et très spécifique à des besoins qui sont rencontrés par des élèves et des enseignants, et on en parle très régulièrement ici. Merci infiniment en tout cas Emmanuel Garberto d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de Jocatop. Merci beaucoup. Merci aussi à vous Alexandre Adria d'avoir été notre chroniqueur aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et puis on se retrouve comme tous les jours dès demain, toujours sur School TV, toujours à 12h30 et d'ici là, passez une très bonne journée.